Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Ici et Maintenant. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'argent. Sujet difficile s'il en est, car l'argent a cette particularité qu'il est plus passionnel que raisonné. L'argent peut tout. L'argent est partout. Avec l'argent, non seulement on peut acheter des objets, mais on peut également acheter la vie, qu'elle soit végétale, animale, même humaine. L'argent peut aussi acheter l'abstrait. On peut acheter le silence. On peut acheter les lois. On peut acheter la politique, tous les systèmes politiques, puisqu'ils sont tous basés sur la finance, donc sur l'argent. L'argent d'aujourd'hui, 20e siècle, 21e siècle, fonctionne un peu comme fonctionnait la religion au Moyen-Âge. La Sainte Inquisition d'aujourd'hui peut décider à tout moment, si vous remettez en question cette notion d'argent, que vous êtes un conspirationniste, un fanatique, un terroriste, bref, un élément illuminé, pour le moins, dangereux, pour le plus. Il en est ainsi. L'argent ayant tous les pouvoirs, à l'image de la religion, on retrouve ces grands cardinaux, les grands banquiers, les grands industriels, on retrouve ces temples, à Wall Street, à la City, à la bourse, on retrouve ces marchands du temple, les coursiers, les traders, on retrouve aussi ces curés de paroisse, à l'image de nos politiques. Et puis enfin le peuple qui en a peur. Il a peur de son manque, il a peur de le froisser, il a peur d'être en désaccord avec cet argent. Voilà, tout ça nous rappelle, oui, la religion du Moyen-Âge. Donc cet argent, on en a fait un maître absolu, un colosse, on en a fait un roi. Seulement, il y a toujours un moment où les peuples se réveillent et où les maîtres absolus se retrouvent descendus de leur piédestal et où les rois se retrouvent décapités. Ne serait-ce pas autour de l'argent de passer à l'échafaud? Grande question, bien évidemment, on va essayer d'y répondre par constat, une fois de plus, sans être partisan. Je ne suis ni pour ni contre l'argent, je voudrais juste constater ce qu'il en est. Pour ça, deux pistes de travail. La première, ça va être pourquoi avons-nous créé l'argent et à quoi nous sert cet argent? Donc pourquoi avons-nous créé cette notion d'argent, de monnaie? Alors, cette monnaie, maintenant vous pouvez l'appeler, déjà elle peut aller du coquillage à l'once d'or, mais vous pouvez également l'appeler échange ou troc, puisque sur le principe, c'est exactement la même chose. L'échange, c'est quoi? C'est un procédé sur lequel on se met d'accord sur une valeur donnée. Donc c'est bien une confiance accordée à une valeur donnée. C'est le même principe que la monnaie, mais sans le support monnaie. Voilà. C'est-à-dire que dans l'absolu, on ne peut échanger que si on est d'accord sur la valeur des choses. Si je vous demande d'échanger votre voiture contre mon briquet, vous allez me dire, non, attends, ça va pas là, ça tient pas du tout ton truc. Ma voiture, c'est du temps de travail, c'est des matériaux, du matériel. On ne peut pas comparer ça à ton briquet, qui est juste un petit réservoir en plastique avec un peu de gaz et une molette et une pierre à briquet. Voilà. Donc ce qui veut dire que le temps de travail a son importance. La valeur est associée au temps de travail. Ce temps de travail étant défini non seulement par le temps en lui-même, mais également par les matériaux nécessaires et le matériel nécessaire. Je précise ça parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Donc on peut dire que là, mon exemple, il est un petit peu énorme et qui aurait sûrement beaucoup plus simple. On va prendre deux éléments de la même famille, on va prendre deux fruits, par exemple, clémentine d'un côté, fraise de l'autre. Si nous sommes dans une région où les clémentines poussent en abondance, il faudra peu de fraises pour échanger contre des clémentines. Par contre, à l'inverse, si nous sommes dans un lieu où il y a beaucoup de fraises et peu de clémentines, on va se retrouver dans un système inverse de valeurs. De la même façon, selon la saison, la fraise peut avoir une valeur plus importante que la clémentine. Imaginons-nous dans une région où il y a autant de clémentines que de fraises. Si c'est l'été, les fraises
étant en abondance et les clémentines rares, nous avons un certain penchant dans l'échange. A l'inverse, si nous sommes au mois de décembre, il est plus facile d'avoir des clémentines que des fraises, le penchant est dans l'autre sens. Tout ça pour dire que le deuxième élément qu'on voit là, c'est la rareté. Selon la saison, selon le lieu, plus c'est rare, plus c'est cher. À ce titre d'exemple, on peut voir également que tout simplement, si j'ai dans une main un petit gravillon, très joli, mais un petit gravillon qu'on trouve partout, et dans l'autre main un diamant, très moche, mais un diamant, si je vous demande de choisir, il y a quand même un gros pourcentage de probabilité pour que vous preniez le diamant. Pourquoi? Tout simplement parce que le diamant a une valeur plus importante, parce qu'il est plus rare. Le petit gravillon, il vaut rien. Voilà. Donc la rareté donne le coût aussi de change des choses. Donc change, monnaie, troc, tout ce qu'on veut. Le tout, c'est de ne pas perdre. Ne pas perdre au change. Donc la monnaie a permis d'établir une valeur sur les choses ou sur les services. Tout ça pour dire quoi? Que donc on parle d'une chose unique qui est la valeur, l'échange des choses ou des services. Donc je disais tout à l'heure avec mon exemple de l'automobile et du briquet qu'on se retrouvait perdant si on voulait échanger ces deux choses. Pourquoi? Parce que le temps de travail. Donc là, nous en arrivons effectivement au comment est gérée cette monnaie, qu'est-ce qu'elle représente, quelle symbolique, en fait, à quoi elle sert. Et bien tout simplement à gérer la rareté et le temps de travail. Comme je viens de l'expliquer, plus c'est rare, plus c'est cher. La perversion qui peut vite arriver là-dedans, c'est que si la rareté n'existe pas et que l'on veut avoir une valeur supplémentaire sur un objet, cette rareté, on peut essayer de la créer. Je ne développerai pas plus, je laisse à chacun les exemples qu'il voudra bien trouver dans sa tête ou sur Internet pour se rendre compte qu'on peut créer de la rareté. Par exemple, l'eau était en abondance, comme l'air. Aujourd'hui, l'eau n'est plus très salubre, l'air est très pollué. Plus on va tirer vers la rareté de ces éléments vitaux, incontournables. Souvenez-vous la première vidéo, l'air, l'eau, la nourriture et la protection. Ça, quel que soit le prix, nous n'avons pas le choix. Il faut que l'on y passe. Donc on est prêt à acheter. D'ailleurs, plus ça va, plus ces éléments-là deviennent très onéreux. On peut trouver tout un tas de choses dans les hard discount, mais si l'air devient abîmé, je ne pense pas qu'elle passera dans un premier temps par le hard discount. Il faudra l'acheter, et l'acheter très cher. Et avec tout ce qui se passe au niveau climatique, mais aussi tout ce qui se passe au niveau technologique mal géré, du genre Fukushima, mais il y a quelques années en arrière, c'était Tchernobyl, et encore avant, il y en a eu d'autres. L'air n'est peut-être plus aussi salubre qu'on le souhaiterait. Je m'éloigne un peu de mon propos. Je reviens donc sur la rareté. Plus il y a rareté, plus c'est cher, bien évidemment. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous fait croire qu'il y a énormément de rareté. Si on prend toujours dans le secteur alimentaire, à une époque, nous avions une agriculture dite traditionnelle, on va dire de première base, qui était l'agriculture de nos ancêtres. Et à un moment donné, on nous a dit que cette agriculture n'est plus suffisante pour nourrir la totalité de la population. Donc on s'est arrangé pour que le paysan se retrouve avec des pesticides, des fongicides, des insecticides, etc., afin d'aider la nature à produire plus d'alimentaire. Pour acheter tout ça, il a fallu qu'il s'endette, etc., et on s'est aperçu que ça n'était pas encore suffisant. Alors on a eu une nouvelle idée, puisque beaucoup trop de personnes mouraient de faim. On a pensé aux organismes génétiquement modifiés. Donc on a créé au départ ces organismes pour alimenter la planète. Quelques dizaines d'années plus loin, on s'aperçoit qu'il y a encore énormément de personnes qui meurent, malgré que ces OGM existent. N'y aurait-il pas là une perversion, comme je parlais tout à l'heure, par rapport à la rareté?
C'est-à-dire qu'à une époque, les agriculteurs, lorsqu'ils récoltaient, récupéraient une partie de leur récolte pour la nouvelle semence. Un organisme génétiquement modifié a cette particularité qu'il est systématiquement stérile. Ce qui veut dire que l'agriculteur aujourd'hui est obligé, année après année, de repasser à la case départ, c'est-à-dire de réacheter des graines pour pouvoir les planter. Il y a même certains pays, certains États aux États-Unis, où il est strictement interdit de planter des organismes qui ne soient pas génétiquement modifiés. Donc on oblige en fait le paysan à acheter. Voilà en quoi la rareté, entre guillemets, peut devenir perversion. Le système financier peut devenir perverti. Donc tout ça pour dire que notre paysan, on lui a fait croire, ou il a fallu, qu'il passe à un moment donné par les banques pour acheter des engrais, etc., mais également pour acheter des machines. Alors ce qui est très surprenant, c'est que certains rapporteurs ONU, donc pas des quiches quand même, nous disent aujourd'hui, nous aurions de quoi produire de l'alimentaire pour 11 milliards de personnes. Nous sommes 7 milliards. Tout le monde pourrait donc manger à sa faim. Oui, mais voilà, la problématique est là que si tout le monde mange à sa faim, le système financier ne correspond pas. Il va se casser la figure. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre. Si un produit est disponible en grande quantité, on ne peut plus faire de profit dessus, donc on ne peut plus gagner sa vie. Imaginons un producteur de tomates. Mauvaise année pour les tomates, la tomate va valoir très très cher. Bien évidemment, pour que lui puisse maintenir son niveau de vie, il faut que la tomate ait un certain coût, sinon il perd son niveau de vie. Donc la tomate est chère, donc il arrive à récupérer le manque de produit par le coût du produit. Par contre, une année où il a plu et où l'ensoleillement a été suffisant, il y a énormément de tomates. La tomate perd son coût. Le problème, c'est que lui, ça lui fournit un surplus de travail pour récolter toutes ces tomates, alors que cette tomate ne vaut rien. Il perd son gain de vie. Donc quelque part, plus il y a de produits, plus la personne qui tire un revenu de ce produit voit ses profits descendre. Donc pour la logique du marché, qui est une logique de profit, la rareté est tout bénéfice. Conclusion, pour que le marché se porte bien, il faut qu'il y ait des gens qui meurent de faim. Il faut que les produits soient rares, que tout le monde ne puisse pas y avoir accès. Si on reprend l'exemple du diamant tout à l'heure, si tout le monde pouvait avoir accès facilement à des gros diamants, le diamant ne vaudrait plus rien. Donc il faut qu'il y ait des personnes qui en aient peu, voire qui en aient pas du tout. Alors quand on parle d'un diamant, on s'en moque un peu. Quand on parle de nourriture, ça fait un peu plus mal au cœur. Alors on peut toujours se dire, oui, mais ça c'est de la faute des riches, etc. Attention, nous sommes tous le riche de quelqu'un. Vu de ma fenêtre à moi, effectivement, les grandes familles riches, je me dis, mais ils n'ont pas besoin de tout ça, et en plus ils gaspillent, etc., etc. Imaginons un Africain qui n'a pas accès à l'eau potable, qui nous voit arriver dans les toilettes. Déjà, nous allons uriner dans de l'eau propre. Et non seulement content de ça, mais nous allons ensuite tirer notre chasse d'eau qui, au minimum, va envoyer 5 litres d'eau, quand ce n'en est pas 7 ou 9, pour enlever ces 3 gouttes d'urine. Si lui, là, ne nous voit pas comme un riche, comme un gaspilleur, comme quelqu'un d'irréfléchi, comme quelqu'un qui en a rien à faire des autres, je vous laisse réfléchir à cet exemple. Nous sommes tous le riche de quelqu'un. Revenons à nos moutons. Donc, cet argent qui permet de donner le cours des choses fait qu'il nous faut une certaine rareté. Qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi on peut nourrir 11 milliards de personnes? Tout simplement parce que le savoir-faire lié à la technologie fait qu'il y a de moins en moins besoin de personnes en tant que travailleurs, donc de salaire, et que les machines s'amortissent quand même relativement vite, et qu'en plus de ça, nous savons produire énormément. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, 25% en gros de l'alimentaire occidental va directement à la poubelle. C'est-à-dire qu'en gros, nos poubelles mangent mieux que la plupart des pays pauvres. C'est du gâchis alimentaire. Également, nous supprimons du stock au niveau européen, du stock alimentaire, tout simplement pour ne pas faire écrouler
le coût des choses, ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec les tomates. C'est pour ça aussi que maintenant, par exemple, dans certaines grandes surfaces, les poubelles alimentaires, les grands conteneurs, sont arrosés régulièrement avec des produits de type eau de Javel pour éviter que les gens récupèrent. Parce que sinon, le coût tombe et on ne peut pas se permettre. L'illogisme de ce fonctionnement, c'est que plus ça va, plus des personnes sont en difficulté alimentaire, et plus on essaye de faire du profit, donc plus on joue sur la rareté. Mais si à un moment donné on ne peut plus acheter nos aliments, nous allons mourir. Donc là, la problématique vient bien de l'achat. Ok. Voilà pour ce qui est de la rareté. Donc, à une époque, on va dire, avant 1850, 75% de la population, je vais prendre l'exemple de la France, 75% de la population française vivait de la paysannerie, était salariés paysans, avec une population française qui était en gros moitié moins que celle d'aujourd'hui. Puis, peu à peu, après 1850, la population agricole s'est vidée pour rentrer dans les industries. Nous avons tous des descendants, deuxième, troisième génération, qui étaient des paysans. Aujourd'hui, le taux de paysannerie, quand je dis aujourd'hui, c'est en 2012, le taux de personnes employées par ce premier secteur, qui est le secteur agricole, dépasse à peine les 3%. Donc, avec beaucoup moins de personnes, on est bien d'accord, on a produit plus d'alimentaire, puisque nous sommes 2 fois plus nombreux en France. Je ne parle même pas là des gâchis et des brûleries volontaires. De 75%, on est passé à 3% pour nourrir 2 fois plus de personnes, même si on le fait en circuit fermé français. Comment on a fait ça? Par la technologie. Bien évidemment, on est passé de la force de travail de l'humain à la force de travail du tracteur, de la moissonneuse-batteuse, bref, machines, robots, informatique, etc., etc. Ça se comprend très facilement. Une machine, à part si elle est mal construite, sinon une machine, ça ne tombe pas en panne. Une machine, ça peut travailler 24 heures sur 24. Une machine, ça ne s'arrête pas pour manger. On l'alimente, mais on peut très bien... Enfin, le temps d'arrêt est moindre. Une machine, ça ne se syndique pas. Une machine, ça ne part pas en grève, etc., etc. Donc aujourd'hui, 3% de la population suffit dans ce secteur de travail. Le reste, c'est la machine. Et grâce au savoir additionné à la machine, on peut produire énormément. Donc cette production qui s'est faite, cette surproduction qui s'est faite grâce effectivement aux insecticides, pesticides, fongicides et à la machine, a fait qu'on a énormément détérioré la terre. D'où cette envie de bio depuis quelques années. Petite parenthèse, le bio se cultivant sur une terre qui de toute façon a subi tellement de dommages que la partie, ce qu'on appelle la terre arable, c'est-à-dire la partie cultivable, n'est pas très saine, tout simplement parce qu'elle ne contient plus suffisamment de nutriments, c'est-à-dire que même les eaux de ruissellement ou les eaux directes, de pluie, etc., ne suffisent plus non plus à nourrir la terre, parce que ces eaux sont polluées également, parce que les glissements de terrain, etc., dus à la déforestation, font que la bonne terre est aussi énormément partie, que l'air n'est plus aussi bon, que, à force d'avoir mis tellement de choses dans cette terre, il n'y a plus, par exemple, ne serait-ce que les vers de terre qui étaient non seulement éboueurs de cette terre, mais qui également l'aéraient, qu'on a enlevé les clôtures, que dans ces clôtures vivaient des animaux, des insectes et des oiseaux, qui, de par leur déjection, donnaient de l'alimentaire à cette terre, par leur mort, donnaient également de l'alimentaire à cette terre. Donc tout ça a disparu. Donc nous avons aujourd'hui une grande quantité d'aliments, mais par contre, ces aliments ne nous nourrissent plus suffisamment, conséquemment. C'est-à-dire que la partie nutritive, les nutritions des aliments sont beaucoup moindres. Pour exemple, très simple, imaginons une quantité X de pommes de terre qui va nous donner une purée. Si ces pommes de terre sont riches en nutriments, vous n'avez pas besoin de manger beaucoup de purée. Et en plus, cette purée va vous tenir quelques heures. Par contre, si la pomme de terre n'est pas bonne,
à l'image de certaines pommes de terre pas très nutritives que l'on peut rencontrer dans certains magasins où l'on achète des frites, on se rend compte que malgré la quantité de frites absorbées, 1 heure après, on a faim. Le nutriment, ça sert à ça. Le nutriment, c'est pas la quantité de nourriture, c'est la qualité de la nourriture. Et les nutriments ont baissé. D'après certaines études, ça aurait même baissé de tout près de 50% en un siècle, ce qui est énorme. Donc nous avons énormément de nourriture, qui est beaucoup moins saine, beaucoup moins nutritive, mais qui permettrait de donner à manger à tout le monde. Donc, pour revenir sur le bio, ce bio, aujourd'hui, il est fait dans une terre qui n'est pas terrible. Il suffit que vous soyez près d'un aéroport, et je ne vous raconte même pas ce que vous recevez au niveau du kérosène, donc des retombées en plomb, etc., etc. L'eau n'est pas saine, etc., etc. Il existerait une alternative que l'on pourrait, du moins une branche de cette alternative que l'on pourrait développer, qui commence à se développer de plus en plus, qui s'appelle la permaculture. La permaculture est quelque chose qui existe depuis que l'homme est homme, puisque dans les champs-passes d'Amérique latine, on en retrouve des traces, et qu'aujourd'hui encore, dans les rizières d'Asie, il y a une partie de cette permaculture, une branche de cette permaculture qui s'appelle l'aquaponie, qui est encore utilisée. Grâce à ces savoirs et à cette technologie, aujourd'hui, on peut cultiver hors terre. Aussi bizarre que ça puisse paraître, on peut avoir des aliments qui détiennent des nutriments, qui sont cultivés sur des tapis roulants avec de l'eau et des nutriments. Avec l'aquaponie, on peut aussi retrouver un cycle naturel où les déjections de poissons vont nourrir des plantes, ces plantes vont attirer des insectes qui elles-mêmes vont nourrir les poissons, etc. Et là, nous sommes dans des cycles tout à fait naturels et tout à fait sains. Donc, non seulement nous aurions aujourd'hui les moyens de nourrir 11 milliards de personnes, mais avec la permaculture, nous pourrions même aller encore plus loin et nourrir encore plus de personnes. Donc cette problématique de la rareté, elle est volontaire pour garder le marché. J'arrête sur la rareté, tout le monde a compris qu'on pouvait avoir l'abondance. Bien évidemment, là j'ai parlé de l'alimentaire, j'aurais pu parler de toute autre chose. Il suffit de savoir combien de réserves naturelles en matériaux nous avons pour savoir combien on peut produire de machines, d'outils, etc., etc. Ce qui est important, c'est la richesse naturelle et les savoirs, c'est-à-dire la richesse technologique, et non pas la richesse financière. Voilà. La rareté, c'est fait. Passons au temps de travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'agriculture, et c'est valable également pour l'industrie, même maintenant pour les services, le temps de travail humain, qui représentait donc la deuxième partie de la valeur de l'argent, ce temps de travail n'est plus nécessaire. Pourquoi? Tout simplement parce que la machine est plus pertinente. Même sans rentrer dans les détails du fait que la machine ne dort pas, ne mange pas, etc., etc. Elle mange de l'électricité, mais si l'électricité était solaire, ça ne coûterait rien. Cette machine, elle est plus efficace que nous. Elle va plus vite et elle se trompe moins. Elle ne s'endort pas sur son plan de travail, elle ne tombe pas malade, elle ne va pas aux toilettes, etc., etc. Donc cette machine, c'est tout bénéfice. Et la machine évite la pénibilité. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, si la machine remplace le travail, qu'est-ce qu'on va devenir? Effectivement, il n'y a que 3 secteurs d'activité. On a vu que maintenant l'agriculture, c'était 3% de la population active. L'industrie, aujourd'hui, en Occident, c'est à peine 20% de la population active. Et le reste est dans les services. Seulement les services aussi, aujourd'hui, sont en train de devenir technologiques. Dans ce sens où vous pouvez faire des milliers de kilomètres tout autour de l'Europe sans avoir besoin d'un humain. Vous prenez l'autoroute, vous le faites avec votre carte bleue, vous pouvez manger, boire en mettant de l'argent dans une machine, vous pouvez faire le plein de votre voiture toujours avec votre carte bleue, vous pouvez nettoyer votre voiture, vous pouvez la gonfler, etc., etc. Tout ça sans avoir besoin d'un humain. Plus même, les informations que vous recevez, je lève les yeux parce que ce sont les panneaux qu'il y a au-dessus de l'autoroute, ces informations n'ont même pas besoin d'un humain. Quand on y regarde bien, lorsqu'il est écrit « Attention, risque de pluie forte ou risque d'inondation », c'est quoi? C'est de la technologie, même de la technologie assez simple. Un petit gobelet récupère de l'eau, on est bien d'accord. Lorsqu'il pleut, arrivé à un certain niveau, un détecteur se met en route qui envoie automatiquement par le biais d'un ordinateur un message sur le panneau « Attention, risque de pluie forte ». Et puis arrivé au deuxième niveau, il y a « Attention, risque d'inondation ».
il n'y a pas eu vraiment besoin d'intervention humaine. D'accord? De la même façon, un baromètre, outil très simple, va vous dire, enfin, dès l'instant où il va afficher moins 2 degrés, on va renvoyer un relais d'information qui va dire, attention, risque de verglas. C'est pas compliqué. Et tout ça n'a pas eu besoin d'humain. En tout cas, n'a pas besoin d'humain. Ensuite, oui, dans la maintenance, etc. Mais c'est quand même beaucoup moins d'emplois que ce qui a pu en être. Donc même les services vont perdre peu à peu leur nombre de personnes. Donc on a vu qu'avec la révolution agricole dans les années 1850, etc., pour relancer l'économie et pour canaliser en fait toute cette énergie que les humains avaient et toute cette peur qu'ils avaient parce qu'ils avaient perdu leur emploi, on a créé moult guerres. Je vous laisse regarder vous-même vos catalogues. Sur le XXe siècle, quand l'industrie s'est mise en place et a commencé ensuite, enfin l'industrie automatisée s'est mise en place et a commencé à débaucher, on a créé 2 grandes guerres mondiales. Quand le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, dernier secteur, d'ailleurs après, que faisons-nous des gens? On ne sait pas. Hein, de l'agriculture, on les a mis dans les industries, de l'industrie, on les met dans les services, ensuite on ne sait pas où on va les mettre. Quelle va être la solution lorsque tout le monde va rentrer en colère parce qu'il ne gagne plus sa vie, parce qu'il n'a plus de travail, donc plus accès? Par 2 fois, on a mis pas mal de guerres. C'est une solution qui fonctionne. Tout ça pour vous dire, attention. Attention, l'argent a perverti tout ce système jusqu'à ce point-là. Alors l'argent a été utile. À un moment donné, on l'a créé parce qu'il a été utile. Depuis 9000 ans, il a rendu énormément de services. Mais aujourd'hui, cet argent est devenu inopérant, obsolète. Il ne sert plus à rien. Il faut juste en prendre conscience, s'en rendre compte. L'argent a été créé pour la rareté et pour le temps de travail, additionné aux matériaux, donc le prix de l'objet, de l'outil, etc., etc. La rareté, on peut ne pas l'avoir. Le temps de travail, il peut être délégué aux machines. Et donc ce qui est important, c'est de savoir si nous disposons des matériaux pour construire les machines et non pas le prix de la machine. L'argent n'est plus utile. 9000 ans que nous vivons avec cette notion, et là, elle n'est plus utile. Ça n'est pas une révolution, c'est une évolution. Alors vous allez me dire, oui, mais si on n'a plus de poste de travail, si on ne va plus travailler, qu'est-ce qu'on va faire? Qui on va devenir? Eh bien ça, ce sera le 3e sujet, le travail. D'ici là, si vous voulez approfondir tout ce qui est en rapport avec cet argent, et le fait que l'argent aujourd'hui n'est plus utile, est obsolète, et que quel que soit le système que l'on veut mettre en place, que ce soit de la décroissance, que ce soit du revenu de base, tout ça s'inscrit toujours dans le système monétaire. Mais ce système monétaire n'est plus utile. Pire, ce système monétaire devient dangereux. Parce qu'il joue sur la rareté, parce qu'il joue sur la surexploitation, et qu'il abîme énormément. Et que nous risquons d'en payer un prix plus qu'élevé. Donc plus d'informations, comme toujours, les différents sites et vidéos du projet Vénus, sur lequel vous pouvez trouver beaucoup d'informations. Et pour tout ce qui est avancé, effectivement, technologique, scientifique, et bien-être de l'humain, parce que n'oublions pas que grâce aux sciences, on avance aussi au niveau médical, et ça, c'est une très bonne chose. Il y a un site relais très intéressant qui s'appelle civilisation2.org. Je vous souhaite une bonne réflexion, et puis je vous retrouve très bientôt pour une 3e partie qui sera le travail. Au revoir et merci de m'avoir écouté jusque-là.